De quoi je vais bien pouvoir parler? Non, ça on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait aussi. Peut-être ça. Oh, oh, tiens, mis les kimonos. Sega Saturn, Sergio! Vous savez, là-bas, je voulais parler de la Mega Drive. Mais bon, puisque les astres sont alignés, on va parler de la Saturn. Ah, les années 90, une belle période pour les consoliers. Le crash mortel de 1983 était loin derrière eux et l'avènement du CD-ROM était de plus en plus proche. Jusque-là, Nintendo et Sega se faisaient des couilles en platine grâce aux royalties provenant des cartouches. Comme c'était eux qui les produisaient, les éditeurs n'avaient d'autre choix que de leur passer commande directement. Un business ultra rentable, mais le format, trop limité dans ses capacités de stockage, est voué à évoluer. Et c'est en partant de ce constat que la solution pouvait venir du CD-ROM. Sega va tester cette technologie avec le Sega CD et va s'essayer à la 3D avec la 32X. Des accessoires qui s'imbriquaient dans une Mega Drive qui n'était clairement pas prête pour ça. Il était donc temps de changer de génération. Mais avant d'aller plus loin, revenons en 1991, Nintendo avait étudié la possibilité d'ajouter un lecteur CD pour la Super Nintendo, confiant la sous-traitance à Sony. Sauf que le contrat qui allait les lier était bien plus avantageux pour Sony. Nintendo, sentant la douille arriver, a retourné sa veste réversible en s'acoquinant avec Philips et a rendu cette alliance publique le jour où il devait officialiser le contrat Sony-Nintendo. Sony, armé de son somme, ne jettera pas le projet et ira même voir le concurrent direct, Sega, pour faire tomber Nintendo. C'est avec Tom Kalinske, PDG de Sega of America, que Sony va tisser une petite bromance. Ça se partage des infos sur le marché du jeu vidéo d'un côté, et de l'autre ça explique les bienfaits du CD pour les consoles à venir. Puis il a fallu vendre cette alliance à Sega Japon, et c'était à Tom Kalinske de s'y coller. Quand Kalinske a fait part du plan à Hayao Nakayama, PDG de Sega, le mec a pété une pile, littéralement, en lui balançant cette punchline. Sony ne connaît rien aux jeux vidéo, ils ne savent ni faire des consoles, ni des jeux, pourquoi travaillerions-nous avec eux? Cette idée est ridicule. Sony se retrouve donc tout seul avec son projet PlayStation, mais les collaborations avortées avec Nintendo et Sega leur ont apporté énormément d'infos. Enfin, au moins ce qu'il faut pour qu'ils puissent se lancer sur le marché. And that's pretty much how it happened. Durant cette période, Sega ne voyait pas en Sony un futur concurrent. Son regard se portait plutôt vers la 3DO et l'Atari Jaguar. Ces deux consoles proposaient de la 3D et avaient des arguments solides sur le papier. La 3DO utilisait le support CD et était vendue comme une console 32 bits. La Jaguar, elle, utilisait encore des cartouches, mais se vantait d'avoir un processeur 64 bits. De la touchette de marketeux, même si la console possédait quelques titres impressionnants pour l'époque, comme Doom ou Alien vs Predator. Enfin, tout ça pour dire que Sega se trompait complètement de concurrents, ces consoles étant des échecs commerciaux. Et ça a créé beaucoup de doutes chez Sega, qui ne savaient pas comment aborder le développement de leurs consoles de nouvelle génération. Faire de la 3D ou de la 2D de meilleure qualité? Utiliser le support CD ou rester fidèle aux cartouches? Et comme en interne, personne ne sait répondre à ces questions, il a été décidé de travailler sur deux consoles en simultané. L'une serait pourvue d'un lecteur CD, la fameuse Sega Saturn, et l'autre serait pourvue d'un port cartouche, la Sega Jupiter. Pour le reste des composants, par contre, les deux consoles étaient au même niveau. Cela n'empêche que le coût de R&D a dû s'envoler pour pas grand chose. Puis le couperet tombe enfin, finito les cartouches et bienvenue le CD-ROM. Finito également la rétrocompat, parce que bon, on change quand même de format. Sega prend enfin une décision, elle veut marquer un point de rupture avec ses précédentes consoles. Alors que le développement de la Sega Saturn était sur le point d'être achevé, Sony et Nintendo ont annoncé tour à tour travailler sur une console de salon. Si les démos de la PlayStation et de l'Ultra 64 impressionnent, c'est surtout le contenu dévoilé par Nintendo qui fait suer Sega. Parce qu'avec l'Ultra 64, Nintendo compte bien ridiculiser la concurrence en promettant des jeux proches de ce qui se faisait en images de synthèse à l'époque. Malgré un hardware proche de celui de la PlayStation, la Saturn va se taper une réputation de console moins puissante. Cette réputation est notamment due à la difficulté à y programmer des jeux. Une tare qu'elle va se taper un petit moment. D'ailleurs Kevin, tu sais pourquoi elle se tape cette réputation? Ouais, c'est parce que son hardware a été gonflé à la hâte avant de sortir. En voyant les capacités de la PS1 et de la Nintendo 64, Sega a paniqué et a décidé à la dernière minute d'ajouter un second CPU dans la Saturn. C'est exact, c'est ça la puissance intellectuelle. Bac+2 les enfants.
Non mais vous auriez pu faire un effort sur le hardware de la console quand même. Non mais je veux dire, revoir quand même le hardware de la console avant sa sortie, il faut le faire. Encore perdu, ça me rend Sega gaga cette histoire. Par contre, la 2D c'était quand même où sur la Sega Saturn? Bon, je suis de nouveau indemne. On n'est jamais à l'abri d'une clé de bras. Attends une minute, Kevin. On vous a jamais vu ensemble, Segata et toi? Ah bon? Oh mon Dieu! Les difficultés de programmation se font d'autant plus sentir quand en face, Sony avait donné aux développeurs des outils permettant de dompter facilement la PlayStation. On peut d'ailleurs voir des différences sur des jeux multiplateformes comme Wipeout ou Resident Evil. La Saturn sort au Japon en novembre 1994. D'ailleurs, 1994, c'est la sortie d'un grand film. Speed? Et non, Street Fighter avec l'ami Jean-Claude. Quoi de neuf à part ça? La console est plutôt bien accueillie à sa sortie malgré une ludothèque en berne face à la PlayStation qui sort à peine un mois plus tard. Les chiffres de vente de consoles sont plutôt encourageants sur le territoire japonais, qui était plutôt acquis à la cause Nintendo. Et si la PlayStation trouve rapidement son public, elle a encore fort à faire pour consolider sa place de faiseur de jeux vidéo. En 1995, un nouvel événement annuel voit le jour. Événement qui rythmera le monde du jeu vidéo pendant presque 20 ans. L'Electronic Entertainment Expo. C'est ici que Sega, Sony et Nintendo ont donné rendez-vous aux journalistes pour dévoiler leurs plans concernant l'arrivée de la Sega Saturn, de la PlayStation et de l'Ultra 64 sur les territoires occidentaux. Sega est le premier à tenir une conférence. On savait que la Saturn allait arriver en septembre, mais le constructeur a décidé à la surprise générale d'avancer la date de sortie en rendant sa console disponible dès maintenant. Si l'annonce est folle, elle n'a pas plu tant que ça aux éditeurs et aux revendeurs. Les éditeurs n'avaient pas de jeux prêts et rares étaient les revendeurs à avoir reçu des stocks de Saturn. Le prix a douché pas mal de monde aussi. Affichée à 399$, la Saturn était une console très chère pour l'époque. Le CEO de Sony Computer Entertainment de l'époque, Steve Race, a assisté à cette présentation. Autant vous dire qu'il a pris des notes. Quand ça a été le tour de Sony de prendre la parole, oui, la stratégie, tout ça a été longuement évoqué, mais ce que le monde a retenu, c'est le prix qu'allait coûter la PlayStation. Alors que Steve Race avait tout un speech à faire, il n'est monté sur scène que pour dire 2 mots. La Saturn ne le sait pas, mais elle est déjà morte. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Malheureusement, aux USA, ce n'est pas la grosse bamboche pour Sega. À sa sortie en Europe, la firme Nippon a appris de ses erreurs, ne sortant pas la console à un prix exorbitant. Mais il était déjà trop tard. Plus le temps passe, plus Sega se concentre sur son marché initial, c'est-à-dire le Japon, là où les ventes de la console sont correctes. Pour autant, il n'abandonne pas les autres marchés, tentant en vain de séduire de nouveau les hardcore gamers, un créneau qui leur avait réussi au temps de la Mega Drive. Sauf que là, le message n'est pas aussi clair. Surtout quand de l'autre côté, Sony sort des publicités plus impactantes et visant un public plus large avec sa publicité sur le CAP, le comité anti-PlayStation. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Mais en parlant de publicité, il est impossible de passer à côté de la mascotte Nippon en la personne de Segata Sanshiro. 遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ Il ne faut pas enterrer la Saturn trop tôt, car ça reste une machine avec une ludothèque, mine de rien, bien fournie. Que ce soit House of the Dead, Virtua Fighter 2, Shining Force 3, Daytona USA, Panzer Dragoon ou encore Knight, la liste est longue et ce n'est pas sans compter les jeux de baston comme Marvel vs Street Fighter. Mais le grand absent de l'ère Saturn restera le hérisson bleu le plus fame des 90s, Sonic. Bon, ok, il y a eu Sonic Air, mais c'était clairement pas dingue. L'inertie des persos rendait le jeu presque injouable et le contenu était rachitique. La grande majorité des joueurs voulaient un Sonic digne de ce nom, mais la Sonic Team a été longuement occupée sur le développement de Knight. L'un des studios américains de Sega a bien été missionné sur un projet Sonic, tout en 3D et devant rivaliser face à Super Mario 64, mais le développement a été arrêté sec par Yuji Naka,
le papa de la mascotte qui n'aimait pas du tout le résultat. Ce jeu, nommé Sonic Extreme, est disponible sous forme de démo, il suffit de bien chercher sur les internets. 1 an et demi après sa sortie, Sega délaisse peu à peu le marché américain et européen. Pour continuer de profiter de sa Saturn, il fallait partir à la pêche à l'import, et surtout ne pas avoir peur du japonais, parce que c'était la seule langue disponible dans la majorité des titres. C'est en 1997 que Sega va vraiment comprendre que le combat Saturn-PlayStation était perdu et qu'il allait falloir passer à la suite pour survivre. L'arrivée, tel un raz-de-marée, de Final Fantasy VII sur la console de Sony a complètement détourné l'intérêt du public japonais pour la Saturn. Malgré ce côté avant-gardiste, avec certains accessoires comme le modem Sega Saturn ou une Saturn plus cheap, la console n'arrivera jamais à trouver sa place entre la PS1 et la N64. Mais elle n'en restera pas moins une console de légende. Elle va nous manquer cette Sega Saturn. Et Segata San Sergio. Sega Saturn, Sergio. Sega Saturn, Sergio. Sega Saturn, Sergio. Bon bah c'est le mot de la fin. On remercie chaleureusement le magasin Dragon Games pour le prêt de la Saturn. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur PoJV et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos aventures. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Tchuss!